Bonjour tout le monde. Bon, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. On s'attaque aujourd'hui à un texte littéralement monumental, une œuvre qui a complètement viré à l'envers les façons de penser de son époque. On va décortiquer les sources du fameux livre de Simone de Beauvoir. L'idée, c'est vraiment de rendre sa philosophie accessible, surtout sa conception super fascinante de l'être humain, puis bien sûr de la femme. C'est le début d'une méchante belle exploration, fait que c'est parti. Qu'est-ce qu'une femme? Ça a l'air super simple de même, non? Sauf que c'est exactement cette petite question qui est vraiment trompeuse en passant qui a déclenché absolument toute la réflexion de l'auteur. C'est notre point de départ. Au lieu d'arrêter ça de la pure anatomie, Beauvoir a décidé de creuser pas mal plus creux. Cette simple phrase-là, c'est la porte d'entrée pour redéfinir au complet ce que ça veut dire, être humain. Puis pour bien comprendre contre quoi se battait, on a cette citation de Pythagore qui remonte à l'Antiquité, puis c'est assez choquant, merci, associer la moitié de l'humanité au chaos puis aux ténèbres. Mais ça montre vraiment à quel point les préjugés étaient ancrés profondément. Faut bien se rendre compte que c'était pas juste des opinions garochées en l'air, c'était carrément la fondation de la pensée occidentale que notre source vient déconstruire ici. Donc, voici l'ouvrage au cœur de la tempête. Quand c'est sorti en 1949, ça a eu l'effet d'une vraie bombe. Ça a tellement scandalisé la société que le Vatican l'a carrément mis à l'index. Pourquoi? Parce que ça remettait en question des stéréotypes qui dataient de plusieurs millénaires. L'idée de génie, c'était d'analyser la condition féminine avec une toute nouvelle lunette, en mélangeant biologie, histoire puis psychologie, sans jamais accepter les vieux dogmes. C'était d'une audace incroyable pour l'époque. Et pour comprendre d'où vient cette audace-là, regardons la prémisse de base. Beauvoir amène un auteur du 17e siècle, Poulain de la Barre, pour asseoir une idée absolument centrale. L'histoire, la biologie puis la philosophie, ça a presque tout le temps été écrit d'un point de vue strictement masculin. En gros, les hommes ont toujours été juges et partis là-dedans. C'est un gros avertissement pour nous dire de lire le passé avec un esprit super critique. Première partie, l'être humain et l'existence. La démarche de l'auteur, c'est un peu comme des poupées russes. Avant même de comprendre la femme, il faut définir l'être humain en général. Puis ça passe par un concept clé, la transcendance. En mots simples, un humain, c'est pas fait pour juste survivre puis répéter les mêmes affaires comme un animal. C'est supposé être un existant, quelqu'un qui se dépasse, qui forge son propre futur avec des choix libres puis qui crée des nouvelles valeurs. La transcendance, c'est ce gros élan vital vers l'avant. C'est vraiment la base de notre humanité. Mais à l'autre bout du spectre, on a l'immanence. Puis ça, c'est là que la tragédie commence, quand la liberté de quelqu'un est bloquée. L'immanence, c'est de la stagnation pure et dure. C'est être réduit à un simple objet, pogné à répéter les mêmes tâches d'entretien jour après jour, sans jamais pouvoir se projeter dans un vrai projet d'avenir. Si on vient dire que l'humain est défini par sa liberté, le pire drame, c'est quand la société force la femme à rester prise dans cette immanence-là. Gardons cette tension en tête, c'est le noyau de toute l'explication. Fait que le point central de cette philo-là, on le retrouve parfaitement dans cette phrase. En gros, les humains n'ont pas d'essence fixe ou décidée d'avance. Zéro nature figée. Un individu se définit à 100% par ses actions parce qu'il bâtit concrètement. On est les seuls créateurs de notre propre sens. Puis c'est en plein cette idée de liberté absolue qui vient se frotter aux conventions sociales dans le texte. Deuxième partie, le concept de l'autre. Historiquement, le texte nous montre que l'homme s'est toujours placé comme le sujet, la norme par défaut, l'absolu. Conséquemment, il définit la femme uniquement par rapport à lui. Elle devient l'autre, ce qui est inessentiel. C'est une dualité assez frappante. L'homme est vu comme le positif et le neutre, puis la femme, c'est la différence, le négatif. C'est là qu'est le gros nœud du problème. On a méthodiquement enlevé à la moitié de l'humanité son statut de sujet libre. Puis quand on regarde les exemples historiques cités, on va se le dire, ça frappe. L'analyse vient vraiment démolir ces vieux mythes-là. Aristote la voyait comme naturellement défectueuse. Saint Thomas d'Aquin disait littéralement que c'était un homme manqué. Puis la Genèse en rajoute en la présentant comme sortie d'une côte d'Adam. Ça illustre tellement bien son statut dérivé. Ces visions-là, elles ont façonné notre monde pour justifier qu'un groupe au complet soit traité comme un simple reflet de l'autre. Troisième partie, la biologie n'est pas un destin. Le texte fait pas l'autruche. Il reconnaît très bien les différences physiques, comme la force musculaire ou le fait de porter des enfants. Mais l'argument massu est ici. La biologie, c'est pas un destin. C'est pas parce qu'il y a une différence musculaire que ça doit dicter une valeur sociale ou morale. L'humanité, ça va pas mal plus loin que la simple biologie animale. Au bout du compte, c'est pas la nature, mais vraiment la société qui prend ces faits physiques-là pour en faire des outils de soumission. Ce qui nous amène à un des pièges les plus tenaces que la source dénonce, le mythe de l'éternel féminin. C'est comme un concept un peu magique, un idéal complètement impossible à atteindre. Puis à quoi ça sert? À garder le monde coincé dans l'immanence. On impose des attentes super figées de douceur, de dévouement, de mystère, puis en faisant ça, on nie complètement la capacité d'agir librement et d'être une personne à part entière.
4e partie. On n'est pas femme, on le devient. Faut vraiment s'arrêter 2 secondes pour mesurer le poids de cette phrase-là. On ne naît pas femme, on le devient. C'est d'une puissance incroyable. Sous ces airs tout simples, ça résume l'immense fossé entre un fait biologique brut puis tout ce que la culture vient nous imposer par-dessus. L'identité, c'est pas un code barre imprimé à la naissance, c'est le résultat d'un apprentissage super long façonné par toute la société. C'est vraiment le sommet de toute cette réflexion-là. Si on regarde ça concrètement, ce conditionnement-là se fait par étapes. L'auteur nous explique que ça commence avec l'éducation. Pensez au fameux mythe de Cendrillon, on apprend aux petites filles à attendre leur prince charmant bien passivement au lieu de prendre leur vie en main. Ensuite, on les tient à l'écart des grands projets d'envergure, puis pour finir, la société vient donner des petites médailles du prestige de surface à celles qui restent sagement dans leur immanence. C'est carrément une ligne de montage social. 5e et dernière partie, vers une liberté réciproque. L'auteur nous laisse pas juste avec un constat. Elle propose un chemin super concret pour la libération. Le gros morceau, le levier principal, c'est l'autonomie financière totale. Être active économiquement. Sans son propre argent, c'est impossible de casser la dépendance. C'est logique. Ensuite, il faut tasser de là les vieilles illusions de mythes féminins. Mais la vraie clé de voûte philosophique, c'est la reconnaissance mutuelle. Le but, c'est d'arriver à un point où chaque personne voit l'autre comme un vrai existant, avec exactement la même liberté fondamentale. Et tout ça nous mène à cette citation magnifique qui vient boucler la boucle. Ce que cette émancipation leur promet, c'est pas une guerre des sexes sans fin. C'est la possibilité de vivre un amour qui est vraiment authentique. Un amour qui est plus basé sur un rapport de force ou de dépendance, mais sur la solidité puis l'indépendance de 2 sujets parfaitement égaux. On s'entend que c'est une vision tellement lumineuse des relations humaines. Pour finir, il y a une petite provocation qui s'impose naturellement. On est des décennies après la publication de ces mots-là, qui ont complètement renversé la table à l'époque. Mais est-ce qu'on a vraiment atteint cette fameuse liberté réciproque? Les vieilles structures d'immanence, est-ce que c'est vraiment juste de l'histoire ancienne? C'est la grosse question que cette œuvre-là nous oblige à nous poser encore aujourd'hui. Un gros merci d'avoir suivi cette analyse. On espère que ça donne le goût de plonger direct dans ce texte-là par vous-même. À la prochaine!